chauffeur, c'est Santé. Oui, c'est ça, lui. Ouais, non, tu vas me dire, nous allons faire chaque coach dans d'ailleurs. On est pas avec lui, on l'a pas commandé pour connaître, ouais. Deuxième pas toi, mais de moi, il va zombie. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Quelques jours seulement après son investiture, le président de la République du Bénin, Romuald Wandayi, a engagé une offensive diplomatique remarquée, multipliant les déplacements au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire. Une séquence qui dépasse le simple cadre des visites protocolaires. Elle intervient dans une Afrique de l'Ouest en pleine recomposition, marquée par les défis sécuritaires, les tensions autour de la CEDEAO, les relations avec les pays de l'AES et la nécessité de préserver des espaces de dialogue et de coopération. De Lagos à Niamey, de Ouagadougou à Lomé jusqu'à Abidjan, le nouveau président béninois semble avoir voulu inscrire son action dans une logique de repositionnement régional du Bénin et de consolidation de ses partenariats stratégiques. Mais au-delà de cette diplomatie offensive et active, les premiers actes posés sur le plan national sont également scrutés. Les premières nominations, la composition du gouvernement et les décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 3 juin de l'an 2026 donnent déjà un aperçu des priorités de cette nouvelle gouvernance. Des décisions à forte portée sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la protection sociale et du soutien aux populations vulnérables, gratuité annoncée de certaines charges scolaires pour les filles dans l'enseignement public, renforcement des dispositifs sociaux, amélioration de l'accès aux services essentiels et mesures d'accompagnement en faveur des producteurs. Une volonté affichée de traduire rapidement les promesses de lutte contre l'extrême pauvreté en actions concrètes. Mais ces premières annonces suffiront-elles à répondre aux attentes d'une population qui attend des résultats visibles dans son quotidien? S'agit-il d'une simple continuité dans l'action publique ou d'une nouvelle orientation politique capable de marquer une rupture dans la manière de gouverner? Et surtout, au-delà des performances économiques annoncées et du rayonnement international recherché, une attente plus profonde traverse une partie de l'opinion nationale, celle d'un apaisement du climat politique. Après des années de tensions, de controverses judiciaires, de débats autour de certaines figures politiques, beaucoup espèrent désormais l'ouverture d'une nouvelle séquence fondée sur le dialogue, la décrispation et la consolidation de la cohésion nationale. La question demeure, le nouveau pouvoir sera-t-il capable de répondre aux attentes relatives au dossier des personnes présentées par leur soutien comme des détenus ou prisonniers politiques? La gouvernance Wandayi sera-t-elle uniquement jugée sur sa capacité à transformer l'économie et à renforcer la place du Bénin dans la sous-région, ou également sur son aptitude à réconcilier les différentes composantes de la société? Pour analyser ces enjeux ce samedi, chers amis internautes, je serai avec Komlan Simon Narcisse Tométi, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres désormais sur Info Hebdo. Institutionnaliste des réformes publiques, territorialiste du développement et éducateur en citoyenneté, il nous apportera son éclairage sur les dynamiques de gouvernance, les réformes et les enjeux institutionnels. À ses côtés, on aura Distel Amoussou, consultant médias communication, analyste politique pour décrypter les choix stratégiques des messages politiques et les premières orientations de cette nouvelle ère. Notez que Distel Amoussou est également le président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Et à leur côté également, on aura Roberto de Souza, qui est l'administrateur de la plateforme Ensemble, qui a eu à soutenir le duo Wandayi Talata pour le compte de la présidentielle de 2026. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage en 90 minutes, je vous invite à suivre cette capsule et puis on revient pour le décryptage proprement dit.
Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Narcisse Simon Tometti, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres sur ESAE TV. Je suis très honoré. Merci pour l'acceptation de l'invitation. C'est un devoir. C'est un devoir. Merci. Devoir à renouveler déjà. Merci de prendre l'engagement de nos amis internautes. Dissel Amoussou, merci pour le comeback. Bonjour. Bonsoir Kader. Bonsoir amis internautes. Bonsoir co-débatteurs. Merci d'être là. Et Roberto de Souza, merci d'être des nôtres sur Info Hebdo. Bonjour. Bonjour Kader, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Alors Roberto de Souza, je commence par vous. Le président Romuald Ouaddaï a effectué 5 visites officielles au cours de cette semaine. Dans la même semaine, il y a eu plusieurs nominations. Dans la même semaine également, il a tenu un conseil des ministres qui a eu de grandes décisions, lesquelles ont une forte connotation sociale pour certains. Cela s'inscrit dans la droite ligne de ses engagements de campagne. Vous êtes administrateur d'une plateforme Ensemble, celle qui a soutenu de façon active sur le terrain ce duo candidat, notamment Ouaddaï Talata. Dites-nous, pour vous, les visites qui ont été effectuées dans les pays, à savoir le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire, cela s'inscrit dans quelle dynamique? Je disais il y a quelques semaines sur ce même plateau que ça ira très vite, ça ira à la vitesse d'une fusée. Et je crois que lorsqu'on choisit, on a fait un très bon casting, un homme qui connaît très bien le sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Son premier déplacement, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui est un grand voisin avec qui nous avons d'intenses échanges commerciaux et avec qui nous avons intensifié depuis quelques mois nos accords sécuritaires. Ensuite, il est allé au Niger. Le Niger et le Burkina Faso qui constituent aujourd'hui des partenaires très stratégiques pour nous, qui ont toujours été des partenaires stratégiques, c'est des pays frères et amis avec qui nous avons eu quelques différences de perception et que nous devons évacuer actuellement. Et j'espère que dans les 10 prochains jours, les frontières pourront être réouvertes ou d'ici la fin du mois. Et naturellement, il a fini par notre voisin de l'Ouest, avec qui nous partageons également beaucoup de liens séculaires, historiques, et il est allé vers le géant de la zone UMOA, qui est la Côte d'Ivoire, avec qui nous avons des liens monétaires et économiques. Narcisse Simon Tometti, vous, j'ai ouï dire que vous revenez un peu du Niger, vous qui avez quand même fait le Niger, apprendre que le président de votre République s'est déplacé au Niger, ceci après ce que nous savons bien. Quels ont été les ressentis pour vous? Merci. D'abord, j'ai travaillé dans la plupart des pays sahéliens et en Centrafrique
sur des réformes du secteur de la sécurité. La première leçon d'expérience à retenir, c'est qu'il faut faire taire les armes pour rendre le développement économique et social possible. Et les questions de sécurité ne sont pas des questions qu'on évacue. En ce qui concerne les relations entre le Bénin, le Niger et le Burkina, c'est une crise de confiance entre nos pays. Donc, il faut régler la question du retour à la confiance pour rendre possible la dynamisation de la coopération entre nos pays. Est-ce que vous ne voyez pas les prémices du retour à la confiance au regard de l'atmosphère dans laquelle la délégation béninoise a été reçue à Niamey? C'est trop tôt. C'est trop tôt. Et le président s'y est rendu pour une visite de travail. Donc, on ne peut pas, pour une visite de travail de 2 à 3 heures, passer en revue toutes les frictions qu'il y a entre le Bénin et le Niger ou entre le Bénin et le Burkina Faso. N'oubliez pas que le port de Cotonou est le port le plus proche de Gao au Mali. Donc, le président doit aussi se rendre au Mali. Et ce n'est pas fini. Le Tchad aussi exploitait le port de Cotonou. Et moi, j'ai vu à Difa des véhicules qui quittaient le Bénin, passant par le Niger pour aller au Tchad. Ce que je voudrais dire, le Bénin doit mettre en place une réelle politique de voisinage pour améliorer ses relations de confiance avec tous ces pays du Sahel. Parce que l'avenir du Bénin, c'est beaucoup plus vers le Sahel que vers le Nigeria. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Vers le Sahel que vers le Nigeria, oui. Vous le dites ainsi. Pour vous qui avez quand même fréquenté ces pays-là, qui connaissez un peu la sociologie de ces peuples-là, lorsque vous voyez un peu la composition des délégations qui sont rendues, notamment que ce soit à Niamey comme à Ouagadougou, est-ce que cela augure de perspectives radieuses? Je crois qu'on a formé un gouvernement. Et moi, je m'attendais à ce que le ministre des Affaires étrangères soit de la délégation. Et je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas effectué le déplacement. Donc, j'ai beaucoup plus vu l'ancien ministre des Affaires étrangères. C'est pourquoi je dis il faut aller étape par étape, hein, traiter les questions en profondeur, et après, on verra les opportunités de relancer cette coopération. Distin Amoussou, est-ce que vous pouvez nous expliquer éventuellement pourquoi la ministre des Affaires étrangères n'était ni à Niamey ni au Burkina Faso? Pour une première fois depuis 1990, en tout cas l'avènement de la démocratie moderne dans notre pays, le Bénin, à travers donc la souveraineté populaire, a fait l'option de la dynamique de la continuité. C'est ainsi que nous avons pu avoir le président Romuald Wadagni à la tête de ce pays, celui-là qui a été ministre d'État chargé de l'économie et des finances pendant 10 années derrière sous la gouvernance du président Patrice Talon. Alors, lorsqu'on s'inscrit dans une dynamique de continuité, nous ne sommes pas dans la rupture. Et puisque nous ne sommes pas dans la rupture, les pièces d'ensemble d'un puzzle peuvent s'interchanger. Le gouvernement vient d'être composé. Le gouvernement vient d'être composé et le président de la République, pour aller à une vitesse de la fusée, a donc enclenché un périple d'échanges et de bon voisinage avec nos frères, avec les républiques, sœurs et leurs dirigeants. Le ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Boukari Chegoun, je crois que c'est ça le nom, hein? Oui. Toutes mes excuses si je l'ai écorché. Cheikh Ouadjadi Bakari. Voilà, très bien. Pas Boukari,
Tchadi Bakari. avait donc la charge de ce portefeuille, le portefeuille du ministère des Affaires étrangères jusqu'au dernier gouvernement. Donc, avait les dossiers encore en main, en face, plus frais dans sa tête. Lui qui a nommé à travers le gouvernement l'ambassadeur à Goncan, Judas aujourd'hui ministre délégué à la Défense auprès nationale des pays du Burkina Faso et du Niger, donc de l'AES, et qui est devenu ministre de la Défense. Alors donc, de façon pratique, le ministre Bakari Chegoun est plus outillé, est plus au fait que sa collègue qui venait de prendre ce portefeuille. Et pour ne pas tergiverser dans l'interactivité des échanges, pour ne pas chercher les mots, chercher les postures, le chef d'orchestre, qui est le président de la République, Romuald Wadani, a dû, n'est-ce pas, préférer, n'est-ce pas, une pièce déjà au fait des dossiers qui sont encore frais dans sa tête pour l'accompagner dans cette mission. C'est ma lecture de loin, de très loin. J'ai une question pour Roberto de Souza. Lorsqu'on y voit de près, on a vu l'accueil chaleureux dans lequel Romuald Wadani a été reçu au Niger, au Burkina Faso, parce que le Niger était la grosse attraction de ces différentes visites. Il y a une question qui taraude les esprits. C'est de savoir, est-ce que Patrice Talon était le problème? Je vous la pose, je la poserai encore au professeur Tomati également et à Distel Amoussou. Je ne crois pas que Patrice Talon n'était pas le problème selon vous. Le passé président, l'immédiate passé présidente, Patrice Talon était le problème, était un problème. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait quelques différences de perception et nos frères d'en face, nos voisins, amis et frères et sœurs ont compris qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe et qu'en réalité, il n'y avait pas de quiproquo. Et je crois que de chaque côté, il y a un travail qui se fait, il y a un pas qui se fait pour que chaque personne fasse un pas. Et pour revenir à l'absence de la ministre des Affaires étrangères, n'oubliez pas qu'elle était en Corée du Sud sur un sujet très important qui concerne la coopération entre la Corée du Sud et le Bénin. Et nous sommes en train de rechercher des marchés, actuellement des débouchés pour nos produits. Donc elle était occupée à cela. Et dans le même temps, il fallait rapidement aller vers les pays, les deux pays de l'AES qui sont nos voisins. Donc je crois que le président Patrice Talon, de son temps, a fait le nécessaire et ce n'est que la continuité. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. François Tomati, sans faire langue de bois, il y a eu des interrogations qui sont arrivées tout de suite le 24 mai déjà, lorsque les gens ont vu le contenu, la composition des délégations du Niger, du Mali et autres venir à l'investiture du président Romuald Wadani. Et d'autres interrogations également, et notamment lorsque on a vu comment Niamey s'est apprêté, comment il y a eu des pavoisements, l'ambiance réelle dans laquelle Romuald Wadani a été reçu, c'est salvateur, mais dans le même temps, ça amène à poser une interrogation. Est-ce que le problème d'alors était Patrice Talon? D'abord, il y a un problème politique. Lequel? Qui est que, au niveau de la CEDEAO, il y a ceux qui sont élus démocratiquement et ceux qui viennent au pouvoir par les armes. Donc, c'est la bataille entre les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires. On n'est pas parvenu à trancher si l'efficacité de l'action gouvernementale au service du développement d'un pays, si ça peut être généré par la voie de démocratie électorale, disons, ou par ceux qui sont venus par les kakis.
Mais ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est qu'au niveau de l'Union africaine, il existe une directive, faire taire les armes. On n'est pas parvenu à faire taire les armes. Cette directive avait été prise pour la première fois au Togo. Après, on s'est rendu compte à l'évaluation qu'on a été incapable de faire taire les armes sur le continent et on a dû reprogrammer encore pour 5 ans cette stratégie fait taire les armes. Et toujours à la date d'aujourd'hui, nous sommes incapables de faire taire les armes. C'est un préalable pour aller vers le développement. Donc, le vrai problème qui se pose, et quand vous regardez les populations, l'accueil réservé au président Romuald Wadaï à Niamey, mais c'est une grande ferveur populaire. Pourquoi? Parce que tout le monde est fatigué de la fermeture de la frontière. Tout le monde est fatigué par le terrorisme, par le grand banditisme. Le peuple veut, mais les dirigeants ne se faisaient pas confiance. Le vrai problème, c'est à ce niveau. Donc, par rapport à ce point précis, le climat politique régional est en interaction avec le climat politique intérieur. Parce que le tour que le président Romuald Wadaï est en train de faire, moi je prends ça comme le volet climat politique régional. Il y a le climat politique intérieur qui est en interrelation avec le climat politique régional, mais bien entendu. Comment cela s'explique? Est-ce que vous pensez qu'il y a des acteurs politiques au plan national qui sont des instigateurs indirects du maintien des frontières béninoises fermées? Non, ce n'est pas en ces termes que je posais le problème. Tout pays où vous constatez que les partis politiques ne peuvent pas s'entendre pour porter un idéal d'intégration régionale, et c'est le cas du Bénin. Moi, je ne vois pas le parti politique au Bénin qui porte un idéal d'intégration régionale. Je n'en connais pas. Et je crois que le vrai problème est là. Parce que si on avait une coalition de partis politiques qui portaient réellement un idéal d'intégration régionale, ils allaient tout faire, mettre la pression sur le président Talon pour clarifier la crise qu'il y a entre les pays du Sahel et le Bénin. Gisèle Amoussou, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de parti politique qui porte avec ferveur la question de l'intégration régionale? Vous connaissez mes origines. Je viens d'un parti politique qui s'appelle le Bloc républicain. Et c'est un parti politique qui porte un idéal plus que fédérateur des peuples noirs, des peuples d'Afrique. Parce que nous estimons que le développement doit avoir ses racines, ses socles dans l'endogénéité, dans la force locale et dans l'intelligence des fils de l'Afrique. Ce qui se passe, ou ce qui s'est passé jusque-là, est bien au-delà des concepts idéologiques. Il s'agit que le président Patrice Talon a été fidèle et respectueux des clauses, des dispositions de la CEDEAO. Aujourd'hui, on l'assomme pour son respect des clauses et des engagements. C'est pour cela qu'il est perçu par les autorités du pays frère et ami du Niger, à en croire les propos tenus par le général Toumba, numéro 2 au Niger, du régime, que, en fait, le problème n'est pas Patrice Talon, que le problème, c'est Macron. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une guerre idéologique, une guerre de vision, où le président Patrice Talon n'a été qu'un bouc émissaire, un collatéral de l'affrontement entre
n'est-ce pas, la France, à travers le président Macron, perçu comme le colonialiste, qui continue d'étendre son hégémonie sur les peuples noirs, les richesses notamment. Et donc, les militaires qui sont venus au pouvoir en se mettant dans la posture de sauveur, n'est-ce pas, des peuples noirs, des peuples du Niger donc, et en avant-gardiste de la protection des ressources du Niger. Non, je crois qu'il faut maintenant aller au-delà de ça. Et le président Romi Adouadahi, d'abord candidat Romi Adouadahi, il avait déjà dit dans la présentation de son projet de société, il faut aller discuter à nouveau. Et la ferveur observée au niveau du peuple nigérien, lors donc de la visite de travail du président Romi Adouadahi au Niger, est la réplique grandeur nature de l'accueil réservé à l'échantillonnage de Béninois représenté à la cérémonie d'investiture du président Romi Adouadahi. Il ne vous échappe pas que les responsables, les autorités, chefs de délégation venant des pays de l'AES ont été ovationnés à tout rompre, contre tout protocole. C'est l'envie du peuple. Oui, la voix du peuple est la voix de Dieu, dit-on. À partir de ce moment-là, les dirigeants ne peuvent pas tergiverser longtemps. Et le président Robert Donaï fait si bien, lorsqu'il a été élu, de respecter ses engagements, d'aller à nouveau discuter avec les autorités sœurs de ces pays de l'AES pour le bien de nos communautés. Parce que ceux qui souffrent davantage ou beaucoup plus des affres de cette dissension, de manque de confiance qu'il faudra immédiatement restaurer, ce sont nos communautés. Merci à vous, Distella Moussou. Merci à Roberto de Souza. Merci, professeur Narcisse Tometi. Je crois que nous allons espérer que le comité qui est mis en place puisse travailler efficacement pour que dans de brefs délais, les frontières soient ouvertes pour le bonheur des deux populations et celles qui en profitent de façon, j'allais dire, auxiliaire. Roberto de Souza, il y a des nominations qui sont prononcées depuis le 24 mai à ce jour. Il y a la formation du gouvernement, mais jusqu'à ce jour, jusqu'à hier, si je peux le dire ainsi, il y a encore eu des nominations. Quelle est votre appréciation globale sur les nominations qui sont effectuées sur le magistère Ouadahi, les types de profils? Est-ce que pour vous, les nominations, elles répondent à quoi? Voilà. Déjà. Merci Cadet. Les nominations répondent aux trois axes stratégiques du projet de société du duo Ouadahi-Talata, le bien-être pour tous, une économie compétitive et diversifiée, la sécurité. La sécurité pour tout le monde, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Et je crois que nous avons donné un mandat au duo Ouadahi-Talata, précisément à son Excellence M. Romi Adouadahi, sur 7 ans. Et il sera comptable du septennat. Et il a choisi, en fonction de son projet de société, d'abord les profils qu'il faut. Et ces profils, c'est des critères de choix qui certainement l'ont guidé vers ces profils-là. D'abord pour les nominations du 24 et tout ce qui a suivi après comme décret de nomination. Parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter au gouvernement, il faut voir également toutes les nominations à la présidence de la République et les nominations d'avant de la semaine, c'est-à-dire du second conseil des ministres du mercredi passé. Et c'est dans une suite logique. Vous voyez que c'est des anciens collaborateurs qui ont fait preuve de loyauté, qui ont fait preuve de fidélité, qui ont fait preuve d'efficacité, de fidélité, de loyauté et d'efficacité dans l'atteinte des objectifs. D'abord, et dans la collaboration avec le manager. Parce que c'est les deux. Vous parlez de quel manager? C'est les deux critères. Vous parlez de quel manager?
le manager, le premier manager que nous avons eu pendant 10 ans Patrice a Talon. été Patrice Donc, Talon. fidélité, loyauté à Patrice Talon, c'est ça? Ensuite, nous avons eu son ministre d'État qui a collaboré de façon transversale, de façon directe et indirecte avec un certain nombre de cadres. Et ces nominations également ont été piochées dans une certaine mesure au sein des partis politiques qui ont soutenu la candidature du duo Wadaï Talata. Mais il faut reconnaître qu'il y a des murmures, Lesquels? qu'il y a des graissements dedans, Où? au sein des partis. Et vous avez eu des échos? vous avez eu la sortie d'un des présidents de parti dans deux circonscriptions qui a réuni les cadres de son parti, de deux circonscriptions électorales, et qui a expliqué et qui lui a demandé d'être apaisé. Je voudrais dire que nous avons tous un objectif commun qui est la réalisation effective du projet, la mise en œuvre du projet de société. C'est vrai que pendant des années, on a demandé aux cadres d'intégrer les partis politiques. On a réformé le système partisan. Mais je pense que ce qui doit nous porter, ce qui doit nous importer, c'est d'abord la mise en œuvre du projet de société. Et je crois que dans ce sens... Et non la réforme du système partisan, c'est ça? Nous ne sommes pas contre la réforme du système partisan. Nous devons renforcer les partis. Je ne suis pas contre la réforme du système partisan. Nous devons tous ensemble renforcer la notoriété et l'assise des partis politiques qui ont soutenu le duo Wadaï Talata et de toutes les forces vives qui ont porté au pouvoir son Excellence, M. Romiad Wadaï. Professeur Narcisse Tometi, vous avez suivi à l'instant l'intervention de Roberto de Souza qui a évoqué la réforme du système partisan, cette réforme qui a voulu que désormais ce soit les acteurs politiques qui gèrent le pouvoir politique, peut-être avec homogénéité, si on peut le dire ainsi. Est-ce que lorsque vous regardez un peu les nominations qui sont effectuées depuis le 24 mai dernier à ce jour, est-ce que pour vous, ces nominations respectent l'esprit de la réforme du système partisan? Sinon, pour vous, elles répondent à quoi? Très bien. Et d'abord, dans un premier temps, on nous a dit que le candidat Romiad Wadaï a été adopté par les deux grands partis politiques et leurs satellites. Dans tous les cas, il est élu, il est président. Il faut l'accompagner à réussir sa mission. Mais en même temps, quand je discute avec les Béninois, il y a des mots qui circulent. Lesquels? Technocratie. Deuxième concept que j'entends, échec de la réforme du système partisan. Je m'explique. Oui, allez-y. Je commence d'abord par l'échec de la réforme du système partisan. On réforme un système partisan pour que dans la conduite du changement politique du pays, que les partis soient en capacité de dire qui peut être ministre des Affaires étrangères, qui peut être ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie, ministre de la Santé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous sommes allés sur un marché de dupes, que le candidat Wadaï n'a pas trouvé dans ses partis politiques une offre de ressources humaines qualifiées pour occuper les postes qu'il a créés, les postes politiques qu'il a créés. Politique. Bien sûr, c'est les portefeuilles ministériels. Là où il y a de mythes et de mystifications, la technocratie ne veut rien dire.
La technocratie, ça veut dire, de façon classique, le gouvernement par les experts. Depuis 1991, tous les ministres qui ont été nommés dans ce pays, à ma connaissance, c'est des gens du domaine qu'on a nommés. OK? Donc, c'est de la fausse technocratie que de dire aujourd'hui qu'avec ces technocrates, on va pouvoir relever les défis du développement. La question qui se pose, le fauteuil sur lequel s'assoit tout ministre de la République est un fauteuil politique. Donc, il vient, en termes de technocratie, il vient avec 60% de son expertise et le fauteuil lui procure 40% de l'expertise politique. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans les années précédentes? Les gens viennent avec une forte technicité et après sont érodés techniquement et c'est la partie politicienne, je dirais, du fauteuil qui prend le dessus. Et vous allez voir les ministres, hein, ce que je dis, c'est depuis 1991, hein, qui mentent énormément, qui manipulent énormément dans les rapports. Alors, pourquoi je le dis? J'ai été surpris. Le ministre inamovible des Finances et de l'Économie, hier, ministre Ouadani, durant la campagne, a été surpris de constater que malgré les performances économiques, un taux de croissance de près de 8%, découvre l'extrême pauvreté. Alors, je ne comprends pas, il n'y a pas de politique publique au Bénin qui ne puisse passer à la loupe du ministre de l'Économie et des Finances. Il sait l'argent qu'on met dans chaque politique publique, qu'il découvre durant la campagne électorale l'extrême pauvreté et que cela justifie les mesures d'urgence pour atténuer la souffrance de nos populations, c'est à saluer. Mais je voudrais dire ceci. Je risque de le décevoir s'il s'accroche à cette affaire de technocratie où il faut importer nécessairement des Béninois de l'extérieur. Et nous avions fait cette expérience déjà avec le président Talon au cours des 10 dernières années. On a importé des DG, béninois ou peau blanche, tout ça, on a éprouvé tout ça. On n'a jamais vu le rapport, hein, le bilan de ces personnes qu'on a injectées dans le système national pour manager nos entreprises publiques, même certains services administratifs stratégiques du pays, quoi. Donc, de grâce, je veux bien, moi je suis pour la valorisation de tout Béninois, hein, mais il ne faudrait pas qu'on nous serve trop cette affaire de technocratie, ça ne veut pas dire grand-chose. Le fauteuil ministériel est un fauteuil politique. Distel Amoussou, sur la même question. C'était quoi la question? Vous suivez très bien le débat, parce que vous avez pris des notes, Distel Amoussou. Non, je tiens à faire une clarification. Ce que je vais dire sur ce sujet émane de ma personne, Distel Amoussou. Il ne vous échappe pas que je viens d'une chapelle politique, d'une formation politique. Donc ça ne sera pas la position du bloc républicain, ça va être la position de Distel Amoussou. Mon vis-à-vis disait tout à l'heure qu'il y a eu des frustrations qui émanent des partis politiques. Je voudrais m'inscrire en faux contre son constat. Le bloc républicain est un parti bien structuré, bien organisé. Et donc, ce sujet de la nomination du gouvernement n'a jamais été débattu à l'interne de mon parti. Donc, mon parti n'a pas pu exprimer des frustrations de façon publique pour permettre à mon vis-à-vis de l'affirmer. Je m'inscris donc en faux contre cela. Il se trouve que le gouvernement qui est composé de femmes et d'hommes béninois. Et à la lecture, il y a 12 cadres provenant des 2 grandes formations politiques au sein de ce gouvernement. Je crois 6 par parti politique.
je ne vois pas de quoi on se plaint. Les partis politiques sont bel et bien présents au cœur de ce gouvernement. De toute façon, mon parti, Bloc républicain, doit en avoir 6. Je ne vais pas me mettre à les citer. Et mieux, des préfets ont été nommés. Et donc, mon parti politique a également été servi. Je crois que c'est un faux débat que de se mettre en public pour dire il y a des récriminations, il y a des rancœurs, il y a ceci, il y a cela. Vous prenez un entraîneur de football, nommé à la tête d'une équipe nationale. Il regarde à l'intérieur les capacités des équipes à travers le championnat. Il regarde donc les talents qu'il a à l'interne, mais il va aussi questionner les talents du pays qui sont dans la diaspora. Et c'est ensemble avec ces deux entités qu'il compose son équipe nationale. Et vous comprenez qu'il peut y avoir 10 000 footballeurs talentueux. Il ne peut présenter qu'11 joueurs entrants. Un certain nombre sur le banc de touche. À partir de ce moment, tout le monde ne peut pas être servi. Les ambitions sont légitimes. Oui, tout le monde... Tout le monde peut être servi, mais il y a eu une réforme du système partisan d'Estelle Amoussou. Est-ce que ces nominations répondent à l'essence de cette réforme que vous, d'Estelle Amoussou, vous avez plusieurs fois défendue sur ce plateau? Il ne vous échappe pas que je suis venu en politique sous le leitmotiv de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles. Est-ce qu'il faut sécuriser avec ces nominations? Il ne vous échappe pas que le gouvernement, enfin le président Robert Ouadani a été élu dans une dynamique de continuité. Et donc, c'est des cadres qui étaient déjà aux affaires, au fait des dossiers qui ont été juste récupérés et promus pour aller vite, pour aller à la vitesse de la fusée. De la fusée. Comme le dit mon vis-à-vis. Mais je vous dis, il y a 12 ministres, je crois, sur 24, qui émanent des chapelles politiques, Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un savant dosage, selon moi. J'ai une question particulière à Estelle Amoussou avant de revenir à Roberto de Souza. Que répondez-vous à ceux qui disent que lorsqu'on voit certaines nominations, que ce soit parmi les membres du gouvernement, comme parmi certains chargés de mission ou conseillers techniques, que cela pue Patrice Talon à 1000 à l'heure? Que répondez-vous à cela? Évidemment que le choix même des Béninois sur la personne de Romuald Ouadani, président de la République, est du pur talent. Nous sommes dans une dynamique... C'est une approbation de la gouvernance talent. De la gouvernance talent, des réformes engagées, des réformes structurelles et fonctionnelles engagées sous le président Patrice Talon. Si Romuald Ouadani n'avait pas été élu, on aurait conclu à un arrêt brutal. Mais nous sommes dans la continuité. Qu'est-ce qui ne va pas être du pur talent à l'origine? Dites-moi. Oui, aujourd'hui, nous avons des bus au profit des étudiants qui sont là. Donc, la conclusion, l'aboutissement de la réforme engagée sur nos campus de nos universités à travers les centres nationaux des œuvres universitaires, nous avons les premières décisions du Conseil des ministres ordinaires par rapport à la gratuité des charges de l'enseignement pour nos filles, en tout cas de la maternelle jusqu'en classe de terminale. Nous avons, n'est-ce pas, On vient tout à l'heure à cette mesure-là. Le président Romuald Ouadani n'a pas pu, en une semaine, mobiliser des ressources pour ses actions sociales. L'État est une continuité. Tout à fait, c'est ce que je dis. Et donc, nous sommes dans la dynamique de la continuité dont nous avons plus de marge de manœuvre. De la continuité révisée. Cadet, il ne s'agit pas... Évidemment, révisée parce que toute œuvre humaine étant perfectible, nous allons corriger, revisiter, questionner, éprouver les réformes au fur et à mesure en fonction des contingences exogènes et endogènes et en fonction de nos réalités de moment. Je partage avec M. Amoussou
l'optique et de la continuité. Et je voudrais ajouter que lorsque nous lisons le projet de société, pour revenir aux remarques du professeur Tometti, nous pouvons déduire qu'il s'agit de la continuité dans l'innovation humaniste. Et qu'est-ce que le candidat dit? Le candidat, l'actuel président qui était candidat, a bien dit il y a eu une évaluation de ce qui a été fait pendant 10 ans. L'extrême pauvreté n'a pas été constatée durant la campagne. Au contraire, lorsque nous revenons aux chiffres, lorsque nous revenons aux statistiques données, non seulement en interne, mais pas aussi des structures externes très crédibles, l'extrême pauvreté a été énormément réduite de 2016 à 2026. Le septennat qui commence, un septennat d'éradication de l'extrême pauvreté. C'est-à-dire, pendant 10 ans, l'extrême pauvreté a été réduite et maintenant, nous passons à l'éradication de l'extrême pauvreté. Et je suis aussi heureux sur ce qui concerne l'implication des partis politiques, l'UPR et le BR, dans le choix de l'équipe de ceux qui ont été nommés du 24 mai jusqu'à ce jour, que ces deux partis politiques sont bien impliqués et sont totalement à l'aise. Et c'est heureux de le savoir, cela rassure les Béninois et cela rassure les Béninois aussi. Et c'est de là qu'il faut aussi ajouter que nous ne sommes pas dans l'échec de la réforme du système partisan. Le système partisan tient. Vous permettez, je vais compléter. Au lendemain du Conseil des ministres ordinaire du 3 juin dernier, le Bloc républicain, mon parti, a sorti un communiqué d'appui, de soutien total aux mesures sociales prises par le gouvernement. On va en parler de ces mesures tout à l'heure. Là, Distel Amoussou parle en tant que porte-parole et non plus en tant que... Permettez d'ajouter que pour constituer aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui s'internationalise et nous avons des ressources, des compétences humaines qui sont à l'extérieur. Nous ne pouvons plus ignorer nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Nous pouvons constituer des équipes en sollicitant également le regard et la compétence et l'expertise de ceux qui ont travaillé dans d'autres environnements et auxquels nous aspirons. Nous aspirons vers ces environnements-là. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure des frustrations. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez peut-être bien sain ou logique que des gens soient très actifs sur le terrain, soient très imprégnés dans les réalités quotidiennes, soit en phase avec les populations, soit allés à la conquête réelle et aient convaincu les populations à sortir massivement pour obtenir ce qu'on est aujourd'hui, et que au nom de la compétence, au nom de la technocratie, ils se retrouvent relégués, j'allais dire, en arrière. Est-ce que cela augure de lendemain meilleur à la crédibilité? On voit déjà de jour en jour que les populations ont une sorte de dédain à la chose politique. Ils ont comme l'impression que c'est comme si quand les élections arrivent, on organise quelque chose et après, on fait autre chose. Regardez le contexte actuel ainsi, serait pensé et dit que c'est seulement les ministres qui agissent et qui amènent du résultat. Ce n'est pas en étant uniquement, en étant ministre, en étant conseiller, chargé de mission ou préfet, qu'on va contribuer à l'atteinte des objectifs qui sont dans le projet de société. Tout Béninois, de là où il est, partout où il est, peut contribuer à sa petite échelle à l'atteinte des objectifs que nous nous Merci de le préciser. Professeur Tometti, ma question, à votre niveau, vous qui dénoncez la technocratie, il y a également des gens qui épousent votre son de cloche et qui s'indignent contre le fait qu'il y ait des ministres
qui soient maintenus pendant longtemps, des ministres de l'ancien régime qui reviennent, d'autres qui sont un peu déplacés. On s'intéresse de savoir comment on peut expliquer ces nominations-là. Non, je veux rester dans un schéma institutionnel général. À la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, nous avons opté pour le libéralisme, mais un libéralisme non encadré, Intégral. non verrouillé, à tel point que personne n'a vu la migration du libéralisme sauvage au libéralisme à visage humain. au néolibéralisme radical. Et maintenant, il y a urgence à passer au libéralisme à visage humain, comme il l'a dit. OK? Comme au bloc républicain. Je ne sais pas. Mais ce qui m'a plu, dans les valeurs ou les vertus affichées par le président Ouadani, il dit qu'il sera le miroir des Béninois en ce qui concerne l'intégrité, en ce qui concerne le courage dans l'action pour le changement et aussi la constance dans les valeurs. Parce que le gros problème que nous avons au Bénin ici, les gens sont élus sur la base d'un certain nombre de valeurs, mais chemin faisant, ces valeurs sont désincarnées. Donc, moi, le seul aspect que j'aurais à surveiller dans les actes que le président Ouadani posera, ce ne serait pas son projet de société. Alors vous permettez, je vais vous dire que vous n'aurez pas à le prendre en porte-à-faux. Vous savez pourquoi? Je vous le dis, je ne trahis pas de secret de couvent. Hein. La candidature de Romuald Ouadani, M. Romuald Ouadani, a été portée par le Bloc républicain. Oui, l'Union progressiste, le renouveau est venu. Ça n'est pas une guéguerre, ça n'est pas une guerre, parce que nous savons tous que M. Joseph Ifame Diogbenou avait des ambitions présidentielles. C'est clair. Et donc, au sein de la mouvance, le débat a eu lieu, et c'est la candidature, le choix du Bloc républicain qui a été donc retenu, et il y a eu une fédération, n'est-ce pas, politique autour. Le Bloc républicain, c'est un parti libéral de la droite. Voyez-vous, c'est donc un parti libéral à visage humain. À partir de ce moment, vous comprendrez que toutes les démarches politiques, économiques et sociales du président Romuald Ouadani vont épouser cette idéologie. Donc, vous ne pourrez pas le prendre en porte-à-faux. Non, professeur Tométi, allez-y. Voilà. Donc, sa doctrine de gouvernance, comme miroir pour les Béninois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, intégrité, courage, constance. Mais ça ne suffit pas. Nous avons une devise nationale dans notre pays. Donc, sa doctrine personnelle-là doit s'articuler maintenant avec fraternité, justice, travail. Et quand le président Talon, le 20 décembre 2024, prononçait son discours sur l'état de la nation, il disait que le Bénin a trouvé son chemin et que ce chemin est irréversible. La question que je nous pose, est-ce que le néolibéralisme radical est le chemin qui a été trouvé et justifiant la continuité sans rectification? Moi, je dis non. Si le président Ouadani choisit de passer du néolibéralisme radical, dont nous connaissons les caractéristiques, hein, et au libéralisme à visage humain, ça veut dire cette continuité dont on parle, qui justifie les personnes qui ont été nommées, hein, va falloir subir un toilettage en profondeur. C'est-à-dire écoutez, il faut que tous les exilés retournent au bercail pour servir la République. Oh là là. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Cadet, il n'y a jamais eu au Bénin de néolibéralisme radical. Il n'y a jamais eu au Bénin. Nous avons commencé un processus en 2016.
nous avons défriché le sol, nous avons remué la terre, nous avons planté des graines, nous les avons arrosées et de jeunes pousses sont en train de sortir. Merci et à nous vous, devons aller Roberto de façon de Souza. méthodique. Je ne vais pas vous laisser pour que vous puissiez quand même relancer le professeur Tometti. On va poursuivre avec le 3 juin, avec la bénédiction, bien évidemment, et la faveur de Dissel Amoussou. Le 3 juin, en Conseil des ministres, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises à connotation fortement sociale. On dit, par exemple, lorsque j'ouvre sur ma tablette le Conseil des ministres, le compte rendu, on dit en matière de protection sociale et de renforcement du capital humain, on parle d'ouverture de lignes budgétaires dédiées à des mesures sociales contenues dans le projet de société du chef de l'État. Il s'agit notamment de la réalisation de points d'eau dans les écoles et centres de santé, l'accélération des programmes de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, le renforcement du dispositif de l'assurance maladie obligatoire, la prise en charge des personnes en situation de mendicité et des enfants de la rue. En matière de cantine scolaire et d'éducation, on dit mise en route de la généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour les filles de l'enseignement secondaire général dès la rentrée 2026-2027 et construction de magasins pour cantines scolaires. Dans le secteur de la santé, on dit consolidation du crédit, des crédits du programme d'investissement public PIP pour soutenir la construction, la réhabilitation des hôpitaux et dispensaires, l'accélération de la nouvelle phase opérationnelle du centre hospitalier international de Calavi, les infrastructures d'assainissement. Et ce qui préoccupe également, c'est ce qui est en lien avec, bien évidemment, une dotation de 2 milliards de francs CFA qui est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Ainsi, les formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire national seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient dont le pronostic vital serait engagé. Alors, dites-nous, professeur Tometti, lorsque vous écoutez cela, lorsque vous avez écouté cela, vous avez suivi le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndoumbedji, donner lecture du Conseil des ministres du 3 juin, dites-nous, est-ce que vous êtes réconforté du fait que Romain Wardani est en train de porter des pas porteurs d'avenir et d'espérance pour le peuple béninois? Et je crois que il est en train de rompre la rupture. Il est en train de rompre la rupture. La rupture que nous avions connue, la rupture et le nouveau départ des 10 dernières années. Donc pour vous, c'est une rupture de la continuité. Il n'y a pas eu de nouveau départ, il n'y a eu que la rupture. Il y a un nouveau départ. Ah, si, tout le monde dit qu'il y a rupture. S'il y a rupture, c'est qu'on doit avoir un nouveau départ. Élu sur la base de nouveau départ. Exactement. Oui. Pour vous, c'est une rupture de la continuité ou une rupture de la continuité? Non, c'est une rupture dans la philosophie. De la continuité. Non, de la philosophie de définition des priorités nationales. Parce que on a vu au cours des 10 dernières années que la priorité s'est focalisée sur ce que nous appelons un aménagement du territoire, l'enrichissement de la valeur paysagère. Le pays est devenu très beau. Il est beau pour moi aussi, ok? Sauf que nous avons des populations affamées. Vous avez beaucoup de poches de pauvreté, même à Cotonou ici. Moi, je connais des quartiers où les gens ont fait 17 à 18 mois sans accès à l'eau potable dans Cotonou ici. À quoi c'est connu? Je ne veux pas dire que je ne suis pas concerné. C'est pas... Il n'y a pas de... Vous comprenez? Oui. Mais moi, tout ce que vous venez de lire là, je suis un collectionneur des projets de société. Hein? Vous retrouvez ces éléments-là dans tous les projets de société. OK? Là, on parle d'exécution immédiate. Hein? Non, tout le monde dit, je m'engage. Ce n'est plus à l'étape de projet. Non, attendez. Ce que je voudrais dire, je reviens encore sur la doctrine de gouvernance personnelle du président Romuald Wardani. C'est la manière de faire les choses. Vous aimez tellement le président Yahya Boni. Moi, j'aime. Il n'y a pas de mal à cela. Non, j'aime tous les présidents. En même temps, je les critique énormément. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Hein? Allez-y. Est-ce que je voudrais... juste un chahut. Non, j'ai compris. Ça dit tout ce qui est écrit là. À faire, bien faire, ou mal faire, ou peut mieux faire. On retrouve ça dans tous les projets de société. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous autres, hein, que les choses se fassent en tenant compte des valeurs revendiquées par le candidat, pas le président Romuald Wardani, en tenant compte de notre devise nationale. Parce que
la justice, ce n'est pas que la justice dans les tribunaux, c'est la justice en termes de répartition spatiale des investissements publics pour faciliter l'accès aux services publics au plus grand nombre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, mon souhait, c'est de l'encourager à ce que tout ce qu'il a dit là, ce qui coûte 1 franc, il faut qu'on s'assure que c'est 1 franc. Et en plus de ça, il faut la gouvernance participative. Parce que durant les 10 ans passés, mais il n'y a pas eu de participation à la gouvernance, on n'a pas accès à l'information. Donc, il ne suffit pas seulement de dire, et puis bon, vous savez, il y a les fonds d'indigence. Depuis la période révolutionnaire, enfin, il existait des fonds d'indigence. Maintenant, on augmente le volume. Mais ça ne suffit pas d'augmenter les fonds d'indigence. Il faudrait que les indigents puissent accéder effectivement à ces fonds. Tissela Moussou. Merci. Je voudrais donc m'appesantir simplement sur notre devise et faire la lecture des dernières décisions sociales qui ont été prises le 3 janvier dernier par... 3 juin. 3 juin, autant pour moi, par donc, le premier conseil ordinaire du gouvernement Romuald Wardani. Oui, il y a fraternité. Il y a fraternité parce qu'il y a redistribution éthique, équitable de nos ressources, de notre argent public. C'est-à-dire que nos filles ont bénéficié d'une discrimination positive, n'est-ce pas, de la dernière année jusqu'en classe de terminale, gratuité. Et tout patient, on ne va pas souhaiter que les gens soient malades, tout patient dont le pronostic vital est engagé va à l'hôpital et soigné automatiquement et sur place. C'est une promesse du candidat Romuald Wardani tenue et immédiatement exécutée. On la félicite. Voyez-vous. On l'a félicité. Donc, bien sûr. Il y a fraternité. Et il a pris l'engagement, à travers ce projet de société, de repousser les inégalités sociales. Donc, il est dans la justice sociale. Et donc, ces mesures-là répondent également au deuxième pan de notre devise, justice sociale. Nous sommes d'accord. Travail. Oui, il nous faut travailler pour mobiliser beaucoup de ressources. Et pour inciter... Donc, créer la richesse nationale d'abord, c'est ça. Hein? Très bien. Il faut donc travailler, créer la richesse et donc mobiliser des ressources à redistribuer de façon équitable, donc en répondant à la fraternité et à la justice. Nous sommes d'accord. Les paysans de notre pays, à travers donc les mêmes décisions de ce premier conseil des ministres ordinaires, ont reçu leur dose de motivation supplémentaire. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient l'habitude de produire comme seuil, s'ils atteignent ce seuil, il y a désormais un bonus de 10 francs pour le reste, le surplus. Reconnaissant qu'il y a la mécanisation en cours, reconnaissant qu'il y a les intrants qui sont mis en place. Il y a également des mesures vis-à-vis des enfants de la rue. Il y a des actions vis-à-vis de nos écoles qui n'ont pas d'eau et d'électricité. Je suivais des informations sur une chaîne de la place. Avant donc l'examen du CPE, il y a des écoles à Cotonou qui n'avaient plus de compteur d'eau. Les voleurs sont venus enlever. Et donc, il n'y avait plus d'eau dans ces écoles-là. Et donc, la mairie a dû, n'est-ce pas, mettre les petits plats dans les grands pour répondre à ces attentes-là. Continuer, donc installer ces outils-là, ces instruments-là, pour la viabilisation de nos écoles, pour permettre à nos apprenants, à nos enfants, d'aller à l'école dans de très bonnes conditions. Alors, ça veut dire que cette décision-là, rien que cette décision de départ, répondent effectivement aux 3 mots clés de notre devise. Fraternité, justice, travail. Roberto de Souza, on parle de mesures sociales, elles sont nombreuses. Il y a également cette enveloppe budgétaire de 10 milliards allouée au programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité dans tous les centres de santé publics qui n'en disposent pas encore. Également, en dehors de ce que j'ai eu à citer tout à l'heure, pour vous, cela est en phase avec le projet de société que vous avez ouvert.
sur ce plateau. Tout à fait. Le projet de société, non seulement le projet de société, mais c'est une intensification de ce qui a commencé depuis 2016. En 2016, il y avait déjà, à petite échelle, des mesures sociales qui étaient déjà mises en œuvre. Et ces mesures sociales sont en train d'être intensifiées actuellement. Lorsque vous prenez la gratuité de l'école pour les filles, on a commencé par le primaire, on a étendu cela au premier cycle au collège et on étend cela au second cycle au lycée. Et c'est général maintenant sur toute l'étendue du territoire national. Parce que entre 2022 et 2026, nous avons fait la phase expérimentale dans quelques communes pour ce qui concerne le second cycle pour les jeunes filles. Donc, c'est important ce qui se passe et c'est important de lire tout ce qui se fait avec un regard neuf et de voir, comme l'a dit tout à l'heure M. Amoussou, que toutes les décisions qui ont été prises sont dans la ligne droite de notre devise fraternité, justice, travail. Fraternité parce que lorsqu'on permet aux moins riches de pouvoir aller à l'école, de pouvoir s'instruire, c'est la fraternité, c'est la justice sociale. C'est aussi un appel à travailler davantage pour une meilleure collecte des ressources et pour une meilleure création de richesses. Alors, professeur Tomati, lorsque le président Ouadani parle d'éradication de l'extrême pauvreté, il en a parlé durant la campagne, il en a parlé également lors de ses récents discours. Pour vous, quelles sont les attentes à ce niveau-là, lorsqu'on parle d'éradication de l'extrême pauvreté? Ok. Et pour éradiquer l'extrême pauvreté, il faut arrêter avec la décentralisation administrative. Il faut adopter ce qu'on appelle l'approche territoriale de développement. Il en a parlé. Il a parlé de pôle de développement. Non, pôle de développement, c'est encore autre chose. Je suis géographe, donc je sais de quoi on parle là. Pour moi, chaque commune doit être l'espace territorial de développement des chaînes de valeur économique. Alors, lui porte ça au département, aux anciens départements, ça fait 6. Non, s'il te plaît, ce n'est pas moi qui ai créé les communes. Les communes ont une autonomie organisationnelle, ont une autonomie financière. Donc, il faudrait que chaque commune, à partir des potentialités locales de développement, puisse transformer ces potentialités en opportunités de création d'emplois et de stabilisation de la main-d'œuvre de proximité. Chaque commune. Je me rappelle du temps de M. Et l'économie locale. Non, je viens. Et avec le projet je comprends. Avec le projet de société de M. Koupaki, je leur ai passé une idée. Le milliard économique local, le MIEL. Le milliard économique local, chaque année, pendant 10 ans, pour la construction économique de chacune des communes du Bénin. Ça évite que les gens quittent l'intérieur pour venir s'agglutiner à Cotonou, je ne sais pas, à Parakou. Est-ce que ça dérangerait si on portait ça au niveau départemental, c'est-à-dire nos anciens départements? Là, vous vous situez à moi pour poser la question. Non, je voudrais comprendre l'esprit, en fait. Non, d'abord, puisqu'on a un seul niveau de décentralisation, réglons le problème de proximité. Maintenant, là, je suis d'accord avec vous, et il y a ce qu'on appelle les zones agroécologiques. Donc, la régionalisation doit épouser les zones agroécologiques. Parce qu'on ne décrète pas comme ça la création de pôles. On peut créer même des pôles universitaires. On peut créer des pôles miniers, des pôles agricoles spécialisés dans telle spéculation, etc. Donc, je ne connais pas encore l'orientation. Le contenu. Je vous inviterai à lire le projet de société qui va se décliner bientôt en programme d'action du gouvernement. Non, s'il vous plaît, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est d'avoir des indicateurs pour lire au quotidien le président
Ouadagni à travers... Ces actes. Non, à travers les valeurs qu'il prône et la devise nationale. Je voudrais ajouter quelque chose qui me préoccupe. Oui, allez-y. Nous formons des diplômés. Nous ne formons pas assez les gens à la relation entre les méninges et la main. OK? Alors, je voudrais vraiment qu'il y ait les états généraux de l'éducation, les états généraux de la sécurité et de la justice, parce qu'on oublie que la sécurité est le premier facteur de production, quel que soit le bassin de production. Troisième élément, les états généraux de l'agriculture et du développement rural. Voilà, si on veut vraiment... Et ceux de la presse aussi encore, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, si vous voulez aller vers des pôles de développement où la transformation des collectivités locales en des unités et de création de chaînes de valeur ajoutée, on est obligé de travailler sur ces... Oui, je crois que l'idée des 6 pôles de développement n'est pas sortie ex nihilo. Revenons-en au fait. Allez-y. Mais il y a eu une pépinière. La pépinière, dès 2016, il y a eu ce qu'on appelle les ATDA. Et ces ATDA, Agence territoriale de développement agricole. Ces ATDA ont créé des dynamiques dans chaque commune et par regroupement de communes. Et il y a les groupements intercommunaux qui ont porté des projets. Et c'est sur toute cette base que les 6 pôles de développement régionaux vont être construits. Donc ce n'est pas sorti ex nihilo, c'est sorti après des actions qui ont été posées, qui ont déjà créé une certaine dynamique. Et cela va impacter l'ensemble des communes. Parce que lorsque vous prenez une petite industrie ou moyenne industrie, une grande industrie de production d'huile, ça dépend de quelle huile. Quand c'est l'huile de soja, c'est plusieurs communes qui vont fournir la matière première. Quand c'est l'huile palmiste, c'est plusieurs communes également qui vont fournir cette matière première. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, pour les challenges que nous avons, commencer à atomiser le développement. Quelque chose, rapidement, oui, vous savez, la continuité de l'État s'accompagne aussi de ce qu'on appelle la continuité historique. On a éprouvé dans ce pays la création d'unités industrielles un peu partout dans ce pays. Hein? Ce que vous êtes en train de lire là, je suis du domaine, hein? Je suis du domaine. Là, je ne suis pas en train de lire. Non. Je ne suis pas en train de lire. Je vous ai rappelé l'histoire. D'accord. D'où est-ce qu'on est parti? Voilà. Oui, j'ai compris. Ce qu'on veut faire prochainement sur les 7 prochaines années. C'est très important parce que nous avons un défaut. Ne capitalisons pas nos succès. 2, nous ignorons l'histoire. Nous ignorons l'histoire. 3, nos erreurs du passé. Au lieu de voir comment on peut les corriger pour pouvoir avancer, on ne le fait pas. Et très souvent, vous ne pouvez pas éradiquer la pauvreté ou l'extrême pauvreté en faisant ce qu'on appelle la succession des ruptures. Chaque fois, il faut rompre et donner l'impression qu'on est en train de tout innover. Mais là, il n'y a pas de rupture. Les ATDA ont été une réussite ou pas? Non, mais écoute... Les ATDA sont une réussite ou pas? Donne les résultats. Écoutez, attendez. Allez à la recherche de l'information. Tout à l'heure, vous dites que l'information est cachée. L'information est disponible. Oui, ok, d'accord. On va baisser le ton. Patientez. Vous voyez, nous avons une culture entrepreneuriale basée sur l'individu. On n'a pas l'esprit coopératif. Quand vous dites que l'approche qui a été développée pour promouvoir l'agriculture a réussi, mais allez fouiller pour voir est-ce que l'esprit coopératif a pu renaître. Distinct Amoussou, sur les 6 pôles de développement. Ah non, oui, je pourrais opiner sur les 6 pôles de développement. Vous ne pouvez pas opiner sur quoi? Je ne pourrais pas opiner sur les ATDA, les questions. Moi, je ne prends que les matières que je maîtrise. Il faut corriger l'esprit du béninois. Je ne suis pas géographe, ni démographe. Distinct Amoussou, allez-y. On a encore une question qui
Oui, lorsqu'on parle de pôle de développement, je suis pour la régionalisation du développement. Et donc, cela interpelle les atouts et les potentialités de chaque zone de développement. Et ici, nous parlons de départements, donc les anciens départements. 6, le Grand Mono, le Zou, le Borgou, la Takora, l'Atlantique, le Mono, et l'Ouémé, c'est ça. Hein? Alors, ça va être un raccourci pour nous parce que les regards seront focalisés et les études établies sur les potentialités de chaque zone, chaque pôle de développement. Et donc, le financement recherché est mis à disponibilité avec un délai de suivi et d'évaluation, mais de sorte qu'il y a une interactivité, interconnexion entre ces 6 départements-là pour permettre à notre pays, n'est-ce pas, d'avoir des choses à vendre au Conseil des Nations. C'est en cela que je suis très heureux lorsque le candidat devenu président de la République, Rohmy Wardani, nous parle de l'intelligence artificielle et qu'il dote désormais un ministère à cela. Avec un fonds de développement de l'intelligence artificielle. Allez-y, Distella Oussou. Il ne va quand même pas installer un ministère sans fonds. Non, c'est deux choses. Ce n'est pas le budget. C'est la philosophie qui est derrière, en fait, qui m'intéresse. Parce que lorsque le président, monsieur Tometti disait tout à l'heure... Vous pouvez dire le président Tometti. Oh là là. Disait tout à l'heure qu'il est de besoin de revisiter le curricula de formation de nos enfants, de sorte à les amener à réfléchir avec leur cerveau, mais travailler avec leur. Mais il le dit si bien. Il le dit si bien que nous allons observer que d'ici à quelques mois, quelques années, il y a des métiers qui vont disparaître. Merci. Vous l'avez déjà observé avec vos confrères de la SRTB. Ils sont un certain nombre, n'est-ce pas, je compatis à leur douleur, qui sont chez eux aujourd'hui. Simplement parce que hier, lorsque vous appelez l'ORTB, c'est 6 personnes, 5 personnes, ou tout au moins 4 personnes qui se déplaçaient. Ben, dans les chaînes privées aujourd'hui, chez vous, il y a ce que vous appelez quoi, les JRI. Journaliste, reporter d'image, JRI. Voyez-vous. Nous allons donc devoir accentuer cela, de sorte que le même individu pourra aller faire le reportage, venir l'écrire, monter les images et présenter le journal. À partir de ce moment-là, tout ce qu'il y a comme éclairagiste, preneur de son, nanani, nanana, conducteur, vont disparaître. Ça veut dire que nous sommes dans le devoir de réorientation du curricula proposé à la formation de nos enfants. Absolument. Et il va falloir que chaque zone, merci, chaque pôle de développement regarde aussi cela en corrélation avec, n'est-ce pas, les lois ou les idéologies. Merci à vous, Distella Oussou. On aura d'autres occasions de parler de cette affaire d'intelligence artificielle et des nouvelles technologies et véritablement leur impact sur la question du chômage, qui est quand même une question quand même qui est assez préoccupante, que ce soit au Bénin et même hors de nos frontières. Roberto de Souza, si vous permettez, avec le temps qui nous est imparti, on arrive pratiquement à la fin, mais il y a une question qui demeure dans l'esprit des Béninois, certains le murmurent, d'autres le sursuent par endroits, c'est que les premiers pas, lorsqu'on scrute un peu les réseaux sociaux, les premiers pas posés par le président Rohmy Wardani, même les grands opposants à Patrice Talon d'hier, jusqu'à la présidentielle, adoubent Rohmy Wardani pour les premiers pas qu'il pose. Il le félicite même et l'encourage, même au regard même du Conseil des ministres dernier. Mais une question sur laquelle on l'attend, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fera des 10 exilés politiques et prisonniers politiques, et 2 cas pour lesquels préoccupent beaucoup certains, celui de Joël Aïvo et de Rekia Madougou. Roberto de Souza. Monsieur Kader, c'est difficile lorsque on a un parent ou une parente qui est privé de liberté ou qui n'est pas présent sur le territoire national à des moments sensibles, des moments surtout douloureux de perte de parents. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de différences de perception
entre des hommes politiques, des acteurs politiques, et il revient à chacun de faire un pas l'un vers l'autre. Et il revient à chacun de monter patte blanche et de comprendre que nous sommes dans une certaine dynamique. Nous avons aussi des instruments juridiques. Des instruments juridiques, vous avez la loi sur la suspension des peines. Il y a certains qui peuvent opter pour entrer dans ce processus et qui se refusent de rentrer dans ce processus. C'est leur libre choix. Et il y a d'autres également qui peuvent initier une demande de grâce présidentielle. Donc, que chacun et chacune fasse un pas, et je crois que cette question sera aisément réglée. Aisément réglée. Alors, professeur Tomechi, est-ce que vous pensez que le président Romuald Wardani a les possibilités de faire quelque chose, concrètement, au regard des enjeux? Le président Wardani a beaucoup de possibilités de régler de nombreux problèmes relevant de la politique, du social et du judiciaire. Ce dont nous avons besoin pour renforcer le volet fraternité et justice, c'est que tous ceux qui sont partis en exil, qu'ils reviennent au pays. Tous ceux qui sont en prison pour délit d'opinion ou de faits politiques, vraiment, il faut qu'ils trouvent la formule. Et pour cela, hein, il faut passer par les États généraux. Hein. Non, pas États généraux, le dialogue national. Et c'est parce que maintenant, il vient d'être élu. Personne ne dira qu'on cherchera à le destituer, à lui imposer un agenda, mais il faudrait qu'on puisse se retrouver comme on l'a fait en 1990. Est-ce que la situation actuelle est asymétrique ou peut-être assimilable à celle de 90? Vous savez, si c'est qu'on tenait la comptabilité des exilés et des emprisonnés, de la période révolutionnaire et de la période de la rupture, je crois que les deux périodes seraient en rivalité. Ah bon. Distel Amoussou, sur la même question, il y a beaucoup de personnes disent il faut que ceux qui sont hors du pays, les politiques qui se retrouvent hors du pays, rentrent au pays, ceux qui sont en prison sortent, mais personne ou très peu disent par quel procédé cela est possible. Parce qu'on a eu à entendre le président Patrice Talon opiner sur la question. J'ai écouté tellement de narratifs autour de cette thématique. J'ai exprimé mon postulat par rapport au sujet. Tout ce qu'il me reste à dire, c'est que le meilleur reste à venir. J'ai foi que nous trouverons la solution. Je vous remercie. C'est tout, Distel Amoussou? C'est ce que j'ai à dire. C'est quand même étrange que vous soyez peu bavard sur la question. Non, parce que j'ai tellement parlé. Parce que Patrice Talon avait dit que ce qu'on lui demandait, c'est qu'il choisisse des gens qui ont commis des délits dans différents domaines et il dit, bon, ça y est, on les amnistie. Non, je suis un peu embêté parce que vous voulez parler, maintenant vous avez cité deux noms. Je n'en ai pas cité, moi. Dans nos prisons, il y a tellement de Béninois qui, pour la faim, sont allés voler un poulet ou un cabri, mais qui coupissent dans nos prisons. Il y a de ces jeunes-là qu'on appelle gaïmen, qui ont leur avenir devant eux, qui sont plus dans le mais pays. qui sont en prison pour plusieurs années. D'autres sont plus dans le Et pays. moi, je regarde tout ça, et quand on me parle de deux personnes, je dis, la balance est déséquilibrée. Il n'y a pas que... Bon. Donc, on parle de Marcel Javon, de Léa Dividan-Sogo. le meilleur reste à venir. Le meilleur, c'est des noms. Il y a des illustres inconnus qui sont béninois, n'est-ce pas? Qui sont même pour certains oubliés. Non, les jeunes. Pourquoi Léon Songbadi. Pourquoi vous avez tendance Léon Songbadi. C'est pas la peine de citer des Il est noms. jeune. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Voyez, quand vous êtes dans ça, vous n'êtes pas dans la justice, vous n'êtes pas dans la fraternité, vous n'êtes pas dans l'équité.
Parce que eux, là, les noms que vous citez, sont des gens visibles. Vous oubliez mes cousins qui sont à Diakotomé, qui sont à la prison d'Aplahoué ou de Lokossa. Vous allez à Djohou, c'est pareil. À Kouandé, c'est pareil. Qui, parce que le Bouvier a mené ce troupeau brouté, ses productions, et qui se fâche, il y a bagarre, se retrouve en prison. Vous ne voulez pas régler ces problèmes-là. Vous voulez citer des gens qui ont de noms, mais continuez de les citer et obtenez du président Ouadaï ou celui qui viendra dans 14 ans ou je ne sais comment. Donc, il a les mains liées, vous dites indirectement. Donc, je crois Comment vous... Je vous ai posé la question. Non, si vous avez ce comportement-là, ce narratif-là, vous n'aurez jamais gain de cause. Mettez le problème, n'est-ce pas, de vie carcérale dans une enveloppe globale et parlez de tous les Béninois. Pourquoi est-ce que vous voulez? Parce que... Est-ce que c'est moi? Pourquoi vous vous adressez à moi? Non, mais c'est votre manière, vous parlez de mains liées. Qui a parlé de mains liées? Non, je vous ai posé une question. Non, c'est vous qui avez le très mauvais narratif. C'est vous qui avez le mauvais comportement, la mauvaise posture sur les sujets. Oui, vous, de la presse. Professeur Tometi. Vous qui opinez sur le sujet. Et c'est vous qui ne voulez pas tout dire. Aujourd'hui, sur le plateau, oui. Le dépositaire du pouvoir de pardon, c'est le président Ouadaï. Il n'a qu'à examiner la situation. La situation de qui? La situation des exilés, des prisonniers. Arrêtez ça. Pourquoi demandez-lui d'analyser la situation de la vie carcérale en République du Bénin. Bon, nous disons la même chose. Non, ne disons pas la même chose. Mais vous faites focus et la question qui vous a été posée, fait focus sur ceux qui... Parce qu'ils sont des... Ils ont un statut politique. Est-ce que j'ai donné de nom? Monsieur Kader, vous voyez que, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question très difficile. Oui. Ça fait de la peine de voir des amis, des frères, des cousins, des sœurs qui sont privés de liberté, qui sont loin de leur territoire. Et je crois qu'un bon père de famille, tel que le président, son Excellence, Monsieur Romial Ouadaï, président de la République, chef de l'État, qui a la signature suprême pour faire revenir des gens dans leur pays, pour faire libérer des prisonniers d'ici au plus tard, peut-être le 31 ou au juillet, où on sera à la veille de la fête nationale. Ce serait sa première fête nationale. Je crois qu'il fera répandre une très grande joie sur le pays, tel que le jour de la fête de la Pentecôte, un très grand esprit de joie et de ferveur est descendu sur le pays. Merci à vous. C'est un homme de couvent. Merci à vous, Roberto de Souza, pour cette belle conclusion qui met un terme à cette émission. Merci à Distel Amoussou pour vos opinions. Merci à Narcissimo Tometi pour ce moment d'échange. Merci également une fois encore à Roberto de Souza. C'est la fin de Info Hebdo de ce samedi. Merci Plateau. Ouais, Distel Amoussou qui sourit. C'est tout lui. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. C'était Info Hebdo de ce samedi. Retrouvez dans quelques heures Nassirine Fatoumbi pour notamment Free Week. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.